Bienvenue dans un voyage au-delà de l'imagination. Oubliez les fermes traditionnelles. Nous plongeons dans des écosystèmes où l'on cultive du venin de serpent et où des thons valent des millions de dollars. Ce sont les exploitations les plus étranges de la Terre, où la nature est poussée à ses limites extrêmes. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. 10. Les fermes de wasabi du Japon. Cachées dans les vallées profondes des Alpes japonaises, juste à côté des ruisseaux formés par la fonte des neiges des montagnes, nous trouvons l'une des cultures les plus inhabituelles et les plus exigeantes en main-d'œuvre de l'histoire de l'humanité. Nous parlons du vrai wasabi. Et non, je ne fais pas référence à cette pâte verte que vous avez l'habitude de manger dans les restaurants de sushi, qui n'est presque toujours que du réfort avec du colorant alimentaire vert. Ce qui naît ici est l'authentique Wasabia japonica, une racine délicate et extrêmement capricieuse qui exige des conditions environnementales presque parfaites, des années de culture et un niveau de patience que l'on voit rarement dans l'agriculture moderne. Le vrai wasabi est l'un des légumes les plus chers de la planète, pouvant être vendu à plus de 300 $ par kilogramme, et il vaut vraiment chaque centime de cette valeur astronomique. La ferme de wasabi la plus célèbre du Japon est la ferme d'Ayo, située dans la préfecture de Nagano. Fondée en l'an 1915, elle s'étend sur des hectares de lits de rivière qui coulent doucement, tous protégés par des auvents en mailles noires. Ce qui rend la culture du wasabi si bizarre, c'est que la plante refuse simplement de pousser dans un sol ordinaire ou dans des serres conventionnelles. Elle exige un flux constant d'eau glacée et oxygénée, idéalement maintenu entre 7 et 18 degrés Celsius, prospérant dans des lits de gravier sous une ombre partielle. S'il y a trop de lumière solaire, elle meurt. Si l'eau chauffe un tout petit peu, elle pourrit. Si les nutriments se déséquilibrent, elle s'arrête de croître. Les agriculteurs de Dayo et d'autres fermes d'élite imitent les écosystèmes naturels des ruisseaux de montagne, créant des canaux artificiels et des terrasses complexes. Le processus est tortueusement lent, pouvant prendre jusqu'à 3 ans pour qu'un seul rhizome de wasabi atteigne la taille idéale pour la récolte. Et quand il est enfin prêt, il doit être râpé sur le champ avec une râpe en peau de requin appelée orochi et consommé en quelques minutes. Après environ 15 minutes, le piquant et la saveur commencent à disparaître. Et après 30 minutes, il ne reste presque rien du goût original. C'est pourquoi cultiver cela à l'échelle industrielle est un cauchemar, et plus de 95% du wasabi utilisé dans le monde est faux. Même au Japon, cultiver le vrai wasabi est un art à très haut risque et à haute récompense. Pourtant, la demande est gigantesque. Les chefs de sushi de luxe à Tokyo et Kyoto perdent des fortunes pour la racine authentique afin de la râper devant le client. C'est plus qu'un condiment, c'est une performance et un symbole de respect culinaire. L'étrangeté ici est que ces fermes sont l'opposé de l'efficacité industrielle. Elles sont spirituelles, patientes et transforment l'acte de planter en un rituel sacré. Fondamentalement, c'est la plante la plus choyée au monde, qui exige un spa d'eau glacée pendant 3 ans juste pour vous donner une surprise au nez pendant 15 minutes. 9. Les fermes de crocodiles de Thaïlande. Aux abords de Bangkok, il existe l'une des industries agricoles les plus inattendues et, pour être honnête, un peu perturbante au monde. Nous parlons de fermes gigantesques qui élèvent des dizaines de milliers de dinosaures vivants. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas pour l'étude, la conservation ou le tourisme écologique. L'accent est mis ici sur la viande, le cuir et, occasionnellement, même les systèmes de sécurité. Ces fermes abritent des centaines de milliers de crocodiles siamois et d'eau salée, élevés dans des bassins et des réservoirs d'une uniformité effrayante, empilés en rangées comme s'il s'agissait de bétail aquatique. L'élevage de crocodiles en Thaïlande a commencé à prendre de l'ampleur dans la décennie de 1950, mais dans les années 80, la chose a explosé et est devenue une industrie complète. Aujourd'hui, le pays compte plus de 1000 fermes enregistrées. L'une d'elles, la ferme de crocodiles et zoo de Samut Prakan, affirme avoir plus de 100 000 crocodiles, ce qui en fait la plus grande du monde. Le produit principal ici est le cuir de haut de gamme, utilisé pour fabriquer des sacs de luxe, des ceintures, des chaussures et des portefeuilles. Le cuir de crocodile thaïlandais est recherché dans le monde entier pour sa durabilité et l'uniformité de ses motifs. Les griffes de luxe achètent les peaux de fermes réglementées où les animaux sont abattus exactement à la bonne taille pour garantir des écailles abdominales propres, qui est la partie la plus précieuse du cuir. Mais cela ne s'arrête pas là. La viande de crocodile est de plus en plus vendue au restaurant comme une délicatesse exotique. Dans certains cas, les fermes commercialisent même des produits comme l'huile de crocodile, dont on dit qu'elle a des propriétés curatives, et des capsules de sang de crocodile vendues comme supplément de santé. Bien que ces promesses de santé n'aient pas beaucoup de base scientifique, la valeur commerciale de chaque partie de l'animal rend l'affaire extrêmement lucrative. Et il y a un détail curieux. Les crocodiles sont utilisés comme animaux de sécurité dans certaines régions.
Il existe des rapports de fermiers qui installent des fossés remplis de crocodiles vivants pour éloigner les intrus, les voleurs et même les éléphants sauvages de leur propriété. Dans la Thaïlande rurale, un enclos de crocodiles sert à la fois de source de revenus et de système d'alarme vivant et bien affamé. Il est clair que les critiques et les conservationnistes soulignent des problèmes éthiques, comme le manque de bien-être animal et la vente illégale d'espèces menacées. Mais pendant ce temps, les affaires continuent à plein régime. Dans un monde d'agriculture faite par des drones, rien ne vous prépare à la vision de 50 000 crocodiles immobiles dans un silence synchronisé, attendant juste le prochain mouvement au bord de l'enclos. C'est fondamentalement comme avoir une armée de dragons dans son jardin, sauf qu'au lieu de cracher du feu, ils deviennent des sacs de marque et donnent encore une correction à n'importe quel voleur malchanceux qui tenterait d'escalader le mur. 8. La ferme de beauté des chameaux en Arabie Saoudite. Là où le sable s'étend jusqu'à l'horizon et où les températures dépassent les 43 degrés Celsius, il existe une ferme différente de toute autre chose au monde. Une ferme où l'objectif principal n'est pas le lait, la viande ou la fibre, mais bien la beauté. Bienvenue dans le monde des fermes de beauté des chameaux, des installations dédiées au croisement, au traitement et à la perfection de chameaux dont la valeur se mesure non pas par la productivité, mais par l'apparence. Les concours de beauté de chameaux en Arabie Saoudite sont pris très au sérieux. Le plus grand de tous, le Festival des chameaux du roi Abdulaziz, offre plus de 60 millions de dollars de prix, ce qui en fait l'une des compétitions animales les plus lucratives au monde. Les fermes elles-mêmes ressemblent plus à des complexes de luxe qu'à des sites agricoles traditionnels, avec de hauts murs pour protéger les animaux du sable soufflé par le vent. Les employés vivent sur place dans des logements climatisés, s'occupant des animaux 24 heures sur 24. Ils sont baignés, brossés, émassés, maintenus sous des régimes précis conçus pour maximiser la posture, l'éclat du pelage et la symétrie musculaire. Lorsqu'ils ne s'exercent pas, beaucoup sont maintenus sous des ombrages spécialement conçus ou des systèmes de nébulisation pour éviter que leurs poils ne deviennent secs ou cassants. Et je vous entends déjà demander, mais qu'est-ce qui rend exactement un chameau beau? Eh bien, dans ces compétitions, les juges évaluent des caractéristiques comme la forme de la tête, la longueur du cou, la taille et la courbure des lèvres, la posture de la bosse et même la tombée des oreilles. Une attention particulière est accordée à la symétrie, aux proportions et à la manière dont le chameau se comporte en marchant. Les longs cils et les yeux expressifs sont également des traits très valorisés. Il existe différentes catégories pour des races distinctes, incluant le majestueux Majahim noir et le plus clair et élégant Wada. Dans les fermes les plus riches, les animaux reçoivent des traitements qui rivalisent avec les spas humains. Leurs poils sont frottés avec des huiles pour augmenter la brillance, et certains chameaux vont jusqu'à subir des procédures cosmétiques, comme des injections de Botox pour augmenter la taille des lèvres ou des naseaux. Ces fermes sont des centres de tradition et de fierté, et dans de nombreux cas, les chameaux sont transmis à travers des générations de familles bédouines. Les propriétaires ne se voient pas seulement comme des entrepreneurs, mais comme des gardiens culturels. Ils arborent des bannières, des trophées et des images des chameaux gagnants avec la même fierté que les écuries de chevaux de course affichent leur victoire. Dans un monde où les fermes sont mues par l'efficacité et la production, les fermes de beauté des chameaux d'Arabie Saoudite sont un contrepoint surréaliste. Ce sont des vitrines d'extravagance, de biologie et de révérence culturelle. Ce sont des fermes faites non pas pour la subsistance, mais pour le spectacle. Dans la chaleur du désert, ces chameaux défilent, non pas pour survivre, mais pour éblouir. C'est le seul endroit où un chameau a une routine de soins de la peau plus coûteuse que la vôtre et risque encore d'être disqualifié pour excès de Botox. 7. Les fermes de serpents du Vietnam. Dans l'intérieur humide du delta du Mekong, au Vietnam, se trouve l'un des types de fermes les plus surréalistes à la surface de la Terre. Les fermes de serpents sont des endroits où des serpents venimeux et non venimeux sont élevés, reproduits et traits pour l'extraction du venin. Dans certains cas, ils sont même servis comme nourriture ou utilisés dans la médecine traditionnelle. Ces fermes ne sont pas des attractions touristiques ou simplement des laboratoires scientifiques. Ce sont de véritables opérations agricoles qui représentent un croisement étrange entre biotechnologie, tradition culinaire et mysticisme culturel. La plus connue d'entre elles est la ferme de serpents de Dong Tam, administrée par les forces militaires vietnamiennes. Cette ferme est à la fois un centre de production de venin et un site éducatif. Elle a été fondée à l'origine pendant la guerre du Vietnam pour répondre aux besoins militaires de sérum antivenimeux. Aujourd'hui, le site élève plus de 50 espèces de serpents, incluant des cobras, des crêtes, des vipères et des pythons. Certains sont traits pour que leur venin soit utilisé dans la production de sérums qui sauvent des vies, tandis que d'autres sont étudiés, récoltés pour leur viande ou vendus pour des infusions de boissons alcoolisées médicinales. Se promener dans l'une de ces fermes est une expérience intense.
vous verrez des cobras se dresser dans leurs enclos avec leurs coiffes ouvertes. Des techniciens portant des équipements de protection extraient le venin manuellement, en pressant les crochets des serpents contre une membrane tendue sur un récipient en verre. Il existe des fosses longues et peu profondes, remplies de centaines de serpents se tordant, certains enroulés calmement, d'autres glissant les uns sur les autres en nœuds emmêlés. Il y a des chambres séparées pour la reproduction, l'incubation des œufs et l'alimentation. La viande de serpent, considérée comme une délicatesse depuis longtemps, est également un sous-produit de ces fermes. Les restaurants achètent souvent des pitons et des cobras pour un abattage et une consommation immédiate. Certaines fermes ont des zones de restauration sur place qui servent du vin de serpent, de la soupe de serpent et de la viande de serpent grillée. Plus controversé encore est le vin de riz infusé au serpent, où le serpent entier, généralement un cobra, est placé enroulé à l'intérieur de bouteilles en verre remplies d'éthanol. Cette boisson est vendue sur les marchés locaux et offerte en cadeau pour symboliser la force et la vitalité. Malgré le but scientifique, ces fermes génèrent des débats éthiques sur les conditions sanitaires et le commerce d'espèces menacées. En réponse, le gouvernement vietnamien tente de réguler le secteur de manière plus rigoureuse. Dans un monde où la plupart des fermes dépendent de la photosynthèse, les fermes de serpents se distinguent en prospérant non pas grâce à la chlorophylle, mais grâce au venin, à la viande et aux croyances séculaires dans le pouvoir de guérison des écailles et des crocs. C'est le type d'endroit où votre plus grande peur n'est pas une invasion de sauterelles, mais que votre troupeau décide de vous mordre à la jugulaire pendant l'heure du déjeuner. 6. Les fermes d'autruches d'Afrique du Sud. Dans la région du Petit Karoo, en Afrique du Sud, se trouvent certains des sites agricoles les plus surréalistes de la planète. Ce sont des fermes qui élèvent les plus grands oiseaux de la Terre, non seulement pour la viande, mais aussi pour le cuir, les plumes et le tourisme. À première vue, l'élevage d'autruches peut sembler une curiosité de niche, mais en réalité, c'est une industrie de plusieurs millions de dollars, avec une histoire qui remonte au 19e siècle, et cela reste l'une des opérations d'élevage les plus étranges qui existent. À son apogée, au début des années 1900, les plumes d'autruche étaient si précieuses qu'on les appelait l'or blanc. Utilisées comme des plumes extravagantes sur les chapeaux de la haute société européenne, elles atteignaient des prix plus élevés que les diamants, si l'on compare le poids. La ville d'Oudtshoorn est devenue la capitale mondiale des plumes d'autruche, et son économie a fleuri grâce à ces oiseaux élégants. Aujourd'hui, bien que la fièvre des plumes ait un peu diminué, l'industrie survit grâce à la vente de viande, de cuir de luxe, d'œufs et du tourisme d'expérience. Visiter l'une de ces fermes est différent de toute autre visite agricole. Vous verrez des milliers d'oiseaux gigantesques qui dépassent la hauteur des clôtures, chacun capable d'atteindre des vitesses d'environ 70 km/h. Les travailleurs doivent les conduire à pied avec beaucoup d'habileté, malgré le fait qu'un seul coup de pied de l'un d'eux puisse être mortel. De plus, vous verrez des artisans du cuir professionnel transformer des peaux d'autruche en sacs, ceintures, bottes et selleries de voitures pour des marques de luxe. Une seule autruche produit plus d'1 mètre carré de cuir de haute qualité, qui est léger, durable et couvert d'un motif unique de porc qui le rend instantanément reconnaissable. Mais peut-être que l'aspect le plus excentrique de ces fermes est la partie touristique. Les plus grandes fermes offrent des expériences directes où les visiteurs peuvent nourrir et même parier sur des courses d'autruches. Bien que monter sur des autruches soit désormais largement déconseillé pour des raisons de bien-être animal, ce fut autrefois une attraction très populaire. Aujourd'hui, les visites se concentrent davantage sur l'éducation, la conservation et l'ascendance préhistorique de l'oiseau. Ces fermes vendent également des coquilles d'œufs décorées, peintes ou sculptées avec des détails impressionnants. Une seule coquille vide peut contenir plus d'1,5 litre de liquide, et les artisans les transforment en lampes ou en boîtes à bijoux. Il est courant de trouver des magasins remplis de produits dérivés entièrement des oiseaux, de l'art sur œuf aux éventails en plumes et aux collations de viande séchée. L'Afrique du Sud reste le plus grand producteur mondial, créant un scénario où l'élevage industriel se mélange aux soins d'animaux exotiques. Dans un monde plein de tracteurs et de poulaillers communs, peu d'endroits sont aussi mémorables que de voir des centaines d'oiseaux de presque 2 mètres de haut courir à travers la savane sèche. C'est fondamentalement un Jurassic Park où les dinosaures, au lieu de vous manger, fournissent la matière première pour votre prochain portefeuille de luxe. 5. Les fermes de poissons verticales de Singapour. Dans une nation qui ne possède presque pas de terres arables, sans lac d'eau douce et avec la 3e plus forte densité de population au monde, l'idée d'une agriculture locale peut sembler impossible. Cependant, Singapour, une cité-État de tours de verre et de start-up technologiques, a été pionnière dans l'une des formes les plus étranges et futuristes de culture sur Terre, les fermes de poissons verticales. Il s'agit de structures aquatiques de plusieurs étages où les tilapias, les poissons-chats et les bars ne sont pas élevés dans des bassins terrestres ou des filets dans l'océan, mais plutôt dans des réservoirs d'eau empilés à l'intérieur de bâtiments industriels.
La plus célèbre d'entre elles est la ferme verticale de haute technologie du groupe Apollo Aquaculture. De l'extérieur, cela ressemble à un entrepôt moderne, mais en entrant, vous trouvez plusieurs étages de réservoirs de poissons éclairés par des lumières artificielles, gérés par des logiciels d'automatisation et surveillés par des systèmes de qualité de l'humus par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est la solution à un problème réel de sécurité alimentaire dans un pays en pénurie de terre. Singapour importe plus de 90% de sa nourriture, ce qui la rend vulnérable aux crises mondiales. Pour combattre cela, le gouvernement a lancé une initiative pour produire 30% des besoins nutritionnels de la nation localement d'ici l'an 2030. Les fermes verticales sont une partie critique de ce plan. Les réservoirs sont organisés en étagères sur plusieurs niveaux, chacun contenant des milliers de litres d'eau. Un système de grues monte et descend les systèmes d'alimentation, les caméras et les pompes à eau pour réduire le besoin en main-d'œuvre et maximiser l'efficacité. Mais la partie la plus étrange est que cette ferme opère presque totalement en environnement clos, utilisant des systèmes de diodes électroluminescentes, le fameux LED, et un contrôle climatique pour simuler des conditions idéales toute l'année. Cela élimine les interruptions saisonnières et permet un contrôle précis de chaque variable environnementale. Ces fermes produisent plus de 500 000 kg de fruits de mer annuellement, une part petite, mais qui croît rapidement. Imaginez être dans un entrepôt climatisé, entouré par le bourdonnement des machines et des réservoirs de poissons empilés, regardant des données de croissance en temps réel briller sur un panneau numérique. C'est la naissance d'une forme totalement nouvelle de cultiver. C'est fondamentalement comme si le film Matrix avait été réécrit par un ingénieur halieutique qui aurait décidé qu'au lieu d'humains dans des capsules, le monde avait besoin de beaucoup de filets de tilapia bien frais. 4. Les fermes de légumes arctiques de Svalbard. À seulement 1300 km du pôle Nord se trouve l'archipel norvégien isolé de Svalbard. C'est une frontière gelée connue pour ses ours polaires, ses glaciers et sa célèbre réserve mondiale de semences. Mais cachée sous la neige de cette terre glacée se trouve l'une des fermes les plus étranges du monde. Une ferme de légumes qui cultive des produits frais non pas sous le soleil, mais profondément sous le sol gelé en permanence, dans des conteneurs réutilisés éclairés par une lumière artificielle. Il s'agit de Polar Permaculture Solutions, la ferme la plus septentrionale de la planète, située à Longyearbyen. Entourée d'un environnement où rien ne pousse naturellement, pas même des arbres, cette ferme parvient à produire des herbes, de la laitue, du chou et des pousses durant toute l'année, dans un endroit où l'hiver apporte 4 mois d'obscurité totale et où la température moyenne annuelle est de 5 degrés Celsius sous zéro. L'idée de cultiver dans l'Arctique semble absurde. Le sol de Svalbard est gelé et des blizzards balayent le paysage chaque printemps. Historiquement, chaque morceau de nourriture fraîche consommé ici devait être envoyé par navire ou par avion, parfois à grands frais et risques. Un seul pied de laitue pouvait être vendu pour l'équivalent de $10. Mais en 2015, Benjamin Vidmar, un chef américain, a décidé de défier cette réalité. Il a lancé le projet en utilisant des conteneurs de transport personnalisés, chacun modifié pour être un environnement de culture totalement fermé et au climat contrôlé. À l'intérieur de chaque conteneur, les conditions sont parfaites comme dans un laboratoire. Les étagères sont empilées verticalement pour maximiser l'espace limité et des lampes LED fournissent tout le spectre nécessaire à la photosynthèse. L'air est filtré, l'humidité est contrôlée et la température est maintenue fermement autour de 21 degrés Celsius. C'est un contraste incroyable avec le monde en dessous de zéro à l'extérieur. L'impact sur la communauté locale a été profond. Pour la première fois dans l'histoire, les habitants de Longyearbyen peuvent manger des produits véritablement locaux. Les restaurants servent désormais des plats décorés avec du basilic cultivé sur place, et les écoliers visitent les fermes en conteneurs pour apprendre que la nourriture n'a pas besoin de venir de loin, même quand on habite au bord de la planète. De plus, en utilisant l'hydroponie, ils consomment 90% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle. Le contraste visuel est hypnotisant. À l'extérieur, le vent fouette la toundra et le ciel devient violet à midi pendant la nuit polaire. À l'intérieur, des étagères brillantes de laitue verte scintillent sous les lumières. Dans un lieu entouré de glace millénaire et de silence, les légumes poussent tranquillement dans une boîte en métal brillante. C'est la preuve définitive que, si l'être humain veut manger une salade César au milieu d'un blizzard à vous glacer les os, il trouvera un moyen d'y parvenir. 3. Les fermes de thon rouge de la Méditerranée. Sur les côtes de l'Espagne, de l'Italie, de la Croatie et de Malte, un type de ferme très étrange flotte silencieusement sous la surface. Il n'y a pas de clôture, ni de grange ou de tracteur. Seulement des filets circulaires massifs ancrés en haute mer, dérivant avec la marée et remplis de l'une des créatures les plus puissantes et convoitées de l'océan, le thon rouge de l'Atlantique. Ce sont des parcs à thon, certains de la taille de terrains de football,
et il figure parmi les fermes les plus inhabituelles et controversées qui existent. Le thon rouge est la Ferrari des mers. Élégant, musclé et bâti pour la vitesse, il peut atteindre plus de 3 mètres de longueur et peser jusqu'à 680 kg. Ils sont capables de nager à 56 km/h et migrent à travers des océans entiers. Pendant des siècles, ils n'ont été pêchés que de manière saisonnière, mais ces dernières décennies, la faim mondiale, particulièrement sur les marchés de sushi du Japon, a élevé le prix à des niveaux astronomiques. Un seul thon adulte peut être vendu pour plus d'1 million de dollars sur le célèbre marché aux poissons de Toyosu, à Tokyo. Avec cette valeur absurde, l'incitation à contrôler et élever ces poissons sauvages est devenue irrésistible. Mais contrairement au saumon, le thon rouge ne se reproduit pas bien en captivité. Ils ont besoin d'espace en plein océan pour nager constamment ou ils meurent. Ils sont agressifs, sensibles au stress et extrêmement difficiles à élever dès l'œuf. C'est pourquoi l'industrie méditerranéenne a développé un modèle hybride. Ils capturent les jeunes dans la nature, les transportent vivants vers des enclos en haute mer et les élèvent dans un régime d'engraissement avec une alimentation contrôlée jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille idéale du marché. Le processus commence par la migration annuelle à travers le détroit de Gibraltar au printemps. Une fois encerclés, les poissons sont conduits vers des cages de remorquage, qui sont des anneaux de filets géants de plus de 50 mètres de large et 20 mètres de profondeur. Ces cages sont remorquées lentement, parfois sur des centaines de kilomètres, jusqu'au site d'engraissement sur la côte. De la surface, cela ressemble juste à une bouée flottant en cercle, mais en dessous se déroule un balai à haut risque technique gérant le bétail le plus précieux du monde marin. Il n'y a pas d'aliments artificiels ou d'antibiotiques. Tout se passe en pleine mer. Les environnementalistes critiquent cette pratique, affirmant qu'elle ne fait que retarder la capture de poissons sauvages, tandis que les défenseurs affirment que la surveillance actuelle est rigoureuse et vitale pour l'économie de pays comme Malte et la Turquie. Visuellement, il est hypnotisant de voir des drones filmer ces ombres circulaires immenses se déplaçant sous les eaux, tandis que des plongeurs ressemblent à des fourmis près d'un colisée de muscles et de nageoires. C'est, sans aucun doute, la seule ferme au monde où votre troupeau peut coûter le prix d'un manoir et nager plus vite que votre bateau de service. Fondamentalement, c'est comme essayer d'élever des tigres dans une cage en verre au milieu de l'océan, en espérant qu'ils ne décident pas que le fermier ressemble à un apéritif de luxe. 2. La méga-ferme de la ville de Mudanjiang, en Chine. Dans la province de Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, près de la frontière avec la Russie, il existe l'une des expériences les plus surréalistes que le monde ait jamais vues. Ici, au milieu du vent glacial et des hivers interminables, opère une production de produits laitiers si énorme qu'elle défie notre propre définition du mot ferme. Il s'agit de la méga-ferme de la ville de Mudanjiang. Elle n'est pas seulement la plus grande ferme de bétail laitier de la planète, elle est aussi l'une des installations de production alimentaire les plus ambitieuses technologiquement et les plus complexes logistiquement de l'histoire humaine. Alors que la plupart des fermes évoquent des images de pâturage, de granges rouges et d'animaux paissant doucement, celle-ci ressemble beaucoup plus à un complexe industriel de haute sécurité. Abritant plus de 100 000 vaches laitières, cette ferme produit plus de 800 millions de litres de lait annuellement, en grande partie pour l'exportation. Et elle le fait non pas à travers les rythmes doux de la nature, mais au moyen d'un système précisément chorégraphié de machines, de capteurs, de contrôle climatique et de bio-ingénierie. La ferme a été construite dans le cadre d'une réponse géopolitique. En l'an 2014, après l'annexion de la Crimée, la Russie a fait face à de vastes sanctions économiques de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres nations occidentales. Parmi les nombreuses conséquences, il y a eu un coup sévère à la capacité de la Russie à importer des produits laitiers de ses partenaires traditionnels. Le Kremlin a répondu en interdisant de nombreuses importations agricoles et en se tournant vers l'Est à la recherche de nouveaux fournisseurs. Le résultat a été cette méga-ferme, une installation qui fait paraître minuscule même les plus grandes propriétés occidentales en comparaison. Alors que les plus grandes opérations laitières des États-Unis abritent entre 20 et 30 000 vaches, celle-ci se concentre sur plus de 100 000. C'est l'échelle d'une petite ville, toute conçue pour un seul but, produire du lait. Ce qui la différencie réellement, c'est le niveau d'intégration technologique. Chaque vache est suivie en temps réel. Ses pas, ses habitudes de sommeil, sa température corporelle, sa fréquence cardiaque et même ses cycles de mastication sont enregistrés et analysés par des logiciels. Et ensuite, il y a les déchets. Plus de 100 000 vaches produisent une quantité impressionnante de fumier, environ 1 500 000 kg par jour. Au lieu d'être jeté ou épandu dans les champs, ce matériau est canalisé vers des biodigesteurs à l'échelle industrielle, qui convertissent le méthane en électricité. Le système de capture de méthane aide non seulement à alimenter l'installation, mais réduit également de manière significative les émissions de gaz à effet de serre.
Malgré toute cette efficacité froide, la méga-ferme est une réponse directe aux pressions mondiales. À mesure que la population mondiale se dirige vers les 10 milliards de personnes et que l'instabilité climatique affecte la production, des fermes massives comme celle-ci pourraient devenir plus courantes. La Chine, en particulier, cherche agressivement l'autosuffisance alimentaire pour résister aux chocs géopolitiques. Ce qui rend cet endroit si étrange n'est pas seulement le fait qu'il existe, mais le fait qu'il peut représenter un futur où la production alimentaire n'a plus rien à voir avec les fermes, du moins pas au sens traditionnel. Dans le futur, l'agriculture pourrait ressembler davantage à une usine optimisée par l'intelligence artificielle, construite sur une grille et mue par des robots. Les animaux, bien que toujours vivants, sont intégrés dans un système de contrôle si absolu que l'idée de nature semble presque démodée. De cette façon, cette ferme est un miroir, reflétant non seulement où l'agriculture se dirige, mais aussi jusqu'où elle est déjà allée. Dans un monde où le lait peut être extrait par des machines dans la Chine gelée, emballé dans une salle stérile et envoyé sur 3000 km sans qu'une seule main humaine ne touche au produit, la question n'est plus de savoir si nous pouvons nourrir la planète, mais plutôt en quoi nous sommes prêts à transformer la planète pour y parvenir. C'est fondamentalement le niveau final d'un jeu de simulation de ferme où vous avez débloqué toutes les améliorations technologiques, mais avez oublié de placer un arbre ou une pelouse pour décorer le décor. 1. Les méga-fermes d'insectes comestibles du sud-est asiatique. Imaginez-vous marchant dans un énorme entrepôt industriel de la taille d'un stade de football. Mais au lieu de pièces de voiture, l'espace est dédié à l'élevage de grillons, de scarabées et de vers de farine. L'air vibre d'un bourdonnement doux de millions d'insectes logés dans des plateaux au climat contrôlé, empilés du sol au plafond. Des rangées et des rangées de larves se tordent sous des lampes chauffantes, engraissant avec des restes de légumes, tandis que des techniciens en blouse blanche surveillent les niveaux de gaz carbonique avec des capteurs numériques. Bienvenue dans les méga-fermes d'insectes, une frontière agricole qui explose en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 2 milliards de personnes mangent déjà des insectes dans leur régime traditionnel, mais maintenant, avec le coût environnemental de l'élevage conventionnel, ces petites bêtes sont vues comme la protéine principale du futur. En Thaïlande, il existe déjà plus de 20 000 fermes d'insectes enregistrées, des petits éleveurs de basse-cour aux usines commerciales qui produisent des tonnes de protéines par semaine. Les plus grandes ressemblent plus à des usines pharmaceutiques qu'à des fermes. Les insectes vivent dans des tiroirs peu profonds sous des cycles de lumière et d'humidité optimisés. Ils mangent des grains, des épluchures de légumes et même des résidus de brasserie. Lorsqu'ils atteignent la maturité, en environ 4 à 6 semaines, ils sont récoltés manuellement ou par des systèmes de vide, congelés, séchés ou broyés, pour devenir de la farine de protéines utilisée dans des hamburgers et des barres énergétiques. Certaines de ces fermes possèdent des laboratoires d'optimisation génétique et des protocoles de biosécurité qui rivalisent avec les hôpitaux. Une start-up thaïlando-italienne, par exemple, produit déjà des milliers de kilogrammes de pâtes de grillons chaque mois, exportant vers l'Europe et l'Amérique du Nord. L'objectif est de transformer l'insecte en un ingrédient gourmet. Nutritionnellement, le grillon est un super aliment. Il contient jusqu'à 70% de protéines dans son pois sec, plus de fer que l'épinard, plus de calcium que le lait et plus de vitamine B12 que la viande bovine. De plus, ils exigent 80% de nourriture en moins que le bétail pour produire la même quantité de protéines et n'ont presque pas besoin d'eau. Le grand défi reste l'acceptation culturelle en Occident et la complexité technique pour éviter les maladies qui peuvent détruire une colonie entière en quelques heures. C'est une forme d'agriculture étrangement élégante qui inverse nos suppositions. La protéine n'a pas besoin de mugir ou de cacter. Elle peut ramper et bourdonner. C'est le système modulaire et efficace parfait pour un monde de plus en plus chaud et peuplé. Au fond, c'est la seule ferme où vous pouvez avoir des millions d'animaux dans votre troupeau. Et, si l'un d'eux s'échappe, une simple sandale ou un bon balai suffit pour résoudre le problème. Laquelle de ces fermes auriez-vous le courage de visiter? Ou lequel de ces produits auriez-vous le courage de goûter? Préférez-vous le luxe du vrai wasabi ou l'efficacité futuriste des fermes d'insectes? Écrivez dans les commentaires le nom de la ville d'où vous nous regardez. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines curiosités. Il y a d'autres vidéos incroyables qui apparaissent maintenant sur votre écran pour que vous puissiez continuer à explorer le monde avec nous. À la prochaine!